Bon, écoute, cette semaine, il y a une actualité avec Tesla et Elon Musk. J'ai pas eu tout suivi. Raconte-nous un peu, Alex. Ouais. Donc, hier soir, c'était le grand show de Tesla pour, on va dire, présenter leurs nouveaux produits. Et Elon, ce matin, a tweeté un truc qui résume très, très bien la situation. Il a dit: The future should look like the future. Alors, ça paraît très bête comme phrase. Le futur devrait ressembler au futur. Mais ce qu'il entend par là, c'est que il a enfin mis sur le marché des produits qui ressemblent à l'idée qu'on se fait du futur quand on était gamin, entre guillemets. Le futur, pour nous, c'était des voitures volantes, des robots taxis, des robots à droite, à gauche, machin, blablabla, tout ce que tu veux. Si je te dis futur, t'imagines les films de science-fiction ou d'anticipation qu'on avait, on va dire, dans les années 90, début des années 2000 et tout ça. Eh bien, Elon Musk a proposé une gamme de produits, et il y en a trois majeurs, on va revenir dessus, mais une gamme de produits qui, enfin, ressemble au futur. Et je voudrais commencer par là, parce que avant de rentrer dans le détail et qu'on creuse sur qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce que ça implique en termes de business, c'est un grand débat. Il y avait je ne sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était Peter Thiel qui avait dit, on voulait des voitures volantes, on a eu 140 caractères. Récemment, on va dire sur les 20 dernières années, la sphère numérique a absorbé tous les investissements. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast, et on en parlait encore dans le podcast la semaine dernière avec Gabriel, en disant le numérique a absorbé tout l'argent, parce que c'était facile de financer ça, parce que c'était rentable et rationnel, hein, attention, d'un point de vue purement économique. Mais du coup, on s'est retrouvé avec un monceau énorme d'innovation numérique, d'app, de sites web, de SaaS, de tout ce que tu veux autour de ça, avec une petite vague crypto machin, une petite vague IA, même si je la trouve un poil différente, mais voilà. Mais des innovations hardware, type voiture volante, type voiture qui se conduit toute seule, type robot, type tout ça, pendant 20 ans. Et donc, quand des gens, comme dans Retour vers le futur, qui imaginaient le monde en 2015, ils ne l'imaginaient pas comme il était réellement en 2015, évidemment. Bon. Là, Elon Musk a envoyé un signal fort de dire, et encore une fois, on en parlait dans le podcast de la semaine dernière, il a envoyé un signal fort en disant, ça y est, le temps du numérique est en train de se finir. Maintenant, le temps des gros investissements sur des choses qui vont transformer la population est en train d'arriver. Et je pense qu'on est à ce moment de bascule où on va repartir vers une phase d'innovation beaucoup plus profonde. Parce que sinon, on n'aura pas de croissance. Et parce que sinon, on va en souffrir économiquement. Et je pense qu'une partie du calage économique dans lequel l'Occident se trouve, mais aussi la Chine et ainsi de suite, est due au fait que nous n'avons pas d'innovation fondamentale depuis longtemps, hormis l'IA, mais qui en certes, OpenAI, c'est magnifique, machin. Ils viennent de lever un tour complètement délirant, c'est génial. Mais à part OpenAI là, bah, la dernière vague qui a vraiment drivé l'économie, c'est Facebook, c'est Google, c'est Amazon, c'est machin, c'est tout ça. C'est éventuellement Airbnb et ainsi de suite. Mais, ça fait longtemps. Donc les gros gains de productivité, donc les gros gains de croissance ont été faits il y a 10 ans. Je pense que là, on va re-rentrer dans cette phase-là. Et il y a eu OpenAI qui va nous remettre dans cette phase. Et donc, Elon qui pousse des produits grand public qui sont vraiment transformatifs pour la société. Je ne sais pas si transformatif existe, mais tu vois le fond du truc. Donc, on a trois produits majeurs. Un, Optimus, le robot qui fait des tâches ménagères à ta place. Ils ont fait tu pourras mettre, je pense, un extrait de la vidéo, mais il sert des cocktails, tu vois. Il te sert des cocktails en quelques secondes et il a l'air de bien faire le truc. Il peut marcher avec toi, il peut te porter des trucs, il peut faire le ménage, il peut faire plein de choses. C'est un robot humanoïde, hein, il a une forme d'être humain, mais c'est un robot qui s'appelle Optimus. Point numéro un. Point numéro 2, un robot taxi. Comme son nom l'indique, hein, c'est une Tesla globalement full autonome que tu peux acheter apparemment pour 30 000 $ et qui serait un taxi.
Donc, toi, tu t'en sers quand tu veux et le reste du temps, tu la mets sur le marché, donc elle devient rentable puisque les gens te la louent, j'en sais rien, moi. 2 euros du kilomètre, disons. Et dernier produit, une espèce de robot bus, on va dire, donc qui remplacerait les bus et qui, évidemment, toujours pareil, se conduit tout seul. Ça faisait longtemps que Elon Musk parlait de ses produits, ça faisait longtemps qu'il avait fait des petites démos, des petits tests, des machins, mais là, il les pousse en mode, OK, 2025-2026, on y est, c'est sur le marché, le futur est là. Tout ça dans une esthétique hyper léchée. On aurait dit, tu vois, le lancement de l'iPhone il y a quelques années. Alors aujourd'hui, évidemment, le lancement de l'iPhone, ça fait rire, il a un peu vieilli. Tu vois, les icônes et le truc sont moins design que ce qu'on fait aujourd'hui, machin. Et ben là, pour moi, on est potentiellement sur un moment presque iPhone, quoi. Et est-ce qu'il a mis ça en prévente ou est-ce que c'est juste une présentation pour hyper les investisseurs pour une prévente future? Actuellement, c'est pas comme le Cybertruck, hein. À ma connaissance, sauf si je dis une bêtise, mais il semble pas qu'il y ait de prévente possible. C'est vraiment une présentation, ça va hyper les investisseurs. Je pense que ça va aussi hyper les clients de Tesla actuels en se disant, quand j'achète Tesla, j'achète vraiment le futur, tu vois, c'est top. Il remet comment dire, tu vois, il était un tout petit peu moins à la mode. J'exagère, hein, j'exagère vraiment, mais il était un tout petit peu moins à la mode, Elon Musk, en mode, tu vois, il y avait OpenAI qui avait vraiment pris une grosse partie de la visibilité et tout ça. Là, il a vraiment remis Tesla en mode, c'est nous l'entreprise la plus innovante du monde, machin, non, 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 non. Avec tout un discours. Tout un discours qui, de toute manière, fait vendre des bagnoles à l'instant T. Ça, il faut pas se cacher. Sortir un robot humanoïde, même si le truc, fondamentalement, ne sort que dans 5 ans, ça aura rapporté de la crédibilité à Tesla. Ça, c'est clair, net et précis. Bon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je pense. Donc, voilà on va dire, l'état des lieux. Et je pense qu'en effet, on se lance, et c'est pareil avec SpaceX, hein, on se lance de plus en plus dans de très grands projets d'envergure qui doivent transformer le monde économique. Je pense qu'on est plutôt dans une phase proche du début du XXe siècle, où il y avait des gros, tu vois, des gros changements industriels, enfin, voire 19e, 20e, quoi. Gros changements industriels, gros changements au niveau des transports, la voiture qui se répand chez tout le monde, tu vois, un vrai changement fondamental, plus que ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est-à-dire de l'innovation numérique, et puis ce genre de choses. Enfin, et puis voilà, de la convenience, en fait. Je pense que là, on va re-rentrer dans cette phase-là. Et ça, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça veut dire que les opportunités qui vont naître de ça vont être complètement radicales en termes de valorisation. C'est-à-dire que la période de 10 ans qui va s'ouvrir maintenant, je pense, ou qui s'est ouverte il y a 1 an, on va dire, va permettre de créer de nouvelles boîtes du volume d'un Google et d'un tout ça. Va permettre de créer de nouveaux véritables empires. Pas juste de dire, OK, je gagne 2 millions par mois et puis super, je suis pété de thunes, tu vois. Mais avec des barrières à l'entrée qui sont quand même beaucoup plus importantes que sur le software. Évidemment, c'est normal. Parce que la barrière à l'entrée à l'époque de Google, elle était importante. Parce qu'il fallait se monter ses propres serveurs, il fallait payer des serveurs chers, il fallait, tu vois, être capable de les héberger quelque part, il fallait savoir quasiment tout coder à la main parce que tu n'avais pas encore de briques, de templates, de machin, donc il fallait plein d'ingénieurs, enfin, complètement. Tu ne savais pas comment tu allais monétiser, donc il fallait avoir longtemps en termes de runway parce que tu n'étais pas sûr du tout qu'il y a un marché. Clairement, les barrières à l'entrée vont être extrêmement dures, mais le reward va être extrêmement fort. Je pense qu'on rentre dans une phase nouvelle et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans les 15-20 dernières années, pour des entrepreneurs qui se sont lancés post-Google, post-Facebook, voilà, je pense qu'ils ne sont pas habitués à ça et qu'il va y avoir un shift dans les mentalités entrepreneurs. Il va y avoir besoin d'un shift pour être
capable de saisir ces opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, comme dire, il existe toujours des opportunités sur le fait de créer des agences marketing aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est pas un sujet. Il y aura toujours des opportunités classiques. Mais je pense que par contre, vont s'ouvrir à un lot d'opportunités bien plus élevées en termes de volume. Alors, tu as dit plusieurs choses hyper intéressantes. Je vais revenir sur ces 3 points, enfin sur 3 points notamment. La première chose, c'est la phrase de Peter Thiel: «On voulait les voitures volantes, on a eu 144 caractères». La première question que j'ai, c'est: est-ce que, à ton avis, c'était dans l'ordre des choses de commencer par ces innovations-là, de faire en sorte de développer l'ultra communication, faire en sorte qu'un message puisse s'envoyer en 1/10 de seconde, qu'on soit aux États-Unis, enfin un message qu'on veut envoyer aux États-Unis par exemple, ou alors est-ce que tu penses que c'était un choix que que les investisseurs notamment ont fait un choix et ont préféré s'orienter vers les softwares en disant bon, la robotique, on verra ça plus tard. Comment ça se fait? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses? D'abord l'ultra communication et puis après, c'est logique, on développe toutes les nouvelles technologies pour essayer de le démocratiser le plus rapidement possible. Est-ce que l'inverse aurait été possible? Voilà, c'est ma curiosité. En fait, si tu veux, les investisseurs, pour moi, ils sont très pragmatiques. Ils en ont rien à foutre que tu aies une voiture volante si la voiture volante, elle se vend pas. C'est très, très bas niveau, entre guillemets. Ce que veut un investisseur, donc, on rappelle comment ça fonctionne pour ceux qui nous écoutent, mais un investisseur, et notamment un VC, il lève des fonds qui durent entre 5 et 7 ans. Ces fonds-là, il les investit, et à la fin de la période, il doit rendre l'argent et les plus-values. Et lui, il est payé de deux manières, 2% en règle générale, 2% de frais de gestion, 20% de carry. Carry d'intérêt, c'est-à-dire je prends la plus-value, j'en prends 20%. Donc si tu veux, si lui veut faire son métier, vivre, payer ses équipes, payer son bureau et avancer dans la vie, il n'a pas d'autre choix que d'avoir une réflexion qui est moyen-termiste. Il ne peut pas dire « Ok, j'en ai pour 50 ans de R&D ». Il peut, mais ça impliquerait une chose compliquée, c'est-à-dire de dire quelqu'un derrière moi va reprendre la R&D, puis quelqu'un d'autre derrière moi, avec à chaque fois une valeur supplémentaire, de manière à ce que moi, je puisse cash out, reprendre mon fric, réinvestir ailleurs, et ainsi de suite, et puis redonner à mes invests, et puis prendre mon carry, et puis machin, nanana. Donc, si tu veux, eux, ils sont tenus par une logique économique qui est de l'ordre de 5, 7, peut-être 10 ans. Après, tu as des fonds de seed qui sortent, et donc, même si l'innovation est un peu plus longue, c'est pas très grave, mais ils sont tenus par ça. Et puis ensuite, le VC, et puis tout l'invest au monde, hein, tu as un phénomène que l'on appelle grégaire. Certains te diraient moutonnier. En gros, si quelque chose marche, alors j'essaye de répliquer. Et on le voit avec l'IA aujourd'hui. L'IA, ça a cartonné. Il y a OpenAI, il y a des mecs qui ont fait des gros chiffres dessus, qui ont multiplié la valorisation par 10 ou par 15, je ne sais pas, sur la dernière année ou les 2 dernières années. Alors, tout le monde se met à faire de l'IA. Peu importe le niveau, peu importe ce que l'IA fait vraiment, mais tout le monde essaye de déployer son fric dans cette direction-là. Donc, Pareil pour le Web3. Pareil pour le Web3 à l'époque du Web3, pareil pour le SaaS à la grande époque du SaaS, pareil quand il y a eu une petite excitation sur AR, VR il y a quelques années avec Magic Leap et tout ça. Pareil, c'est normal. Les gens foncent sur ce qui marche à un instant T. Bon, une fois que ça s'est dit, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que du coup, tu as des innovations qui finissent par se ressembler. Et il faut que quelqu'un de plus pirate que les autres se dise, attends, en fait, ce qui était... Les startups, c'est toujours des pirates, entre guillemets. C'est toujours les mecs qui prennent le risque. Et quand trop de mecs commencent à faire la même chose et que c'est facile à financer, c'est qu'on a abaissé le niveau de risque et d'innovation. Donc, il faut un mec plus pirate que les autres qui dit, attends, on est en train de devenir mainstream, là. En fait, tout le monde fait du SaaS. Il n'y a plus de risque, c'est plus une vraie innovation. Les mecs couillus, ils sont pas en train de faire du SaaS. Les couillus, ils sont en train d'envoyer des trucs sur l'espace, de créer des smart cities ou d'essayer de te rendre immortel. Ah ben moi aussi, je m'y mets parce qu'en fait, moi, je suis un start-upper, un vrai, donc je suis un mec couillu. Donc, je vais essayer de faire de la fusion nucléaire. Et petit à petit, les mecs se déploient là-dessus. Sauf que dans un premier temps, il faut vraiment être un dégénéré parce que tu as des énormes barrières à l'entrée. Ou tu as des énormes timings de marché.
Encore une fois, on a reçu Gabriel la semaine dernière qui nous disait c'est un projet à 10-15 ans pour lui. Mais si là, tu vas voir un investisseur, tu dis tu peux me mettre un tour de seed à 500 000, je te rends peut-être ton fric dans 15 ans, lève-toi tôt. Si tu lui dis ouais, je fais du SaaS, je fais déjà 200 000 d'ARR, l'an prochain, je suis à 5 millions d'ARR, si tu me files 200 000, eh ben, tu vois, je suis capable de 30 fois 3 dans 5 ans. Là, ça s'entend. Tu vois. Donc, donc, c'est pour ça, tu vois, c'est pas aussi linéaire que quelqu'un a fait un choix. C'est Ouais, le bien sûr. marché qui a emballé la réalité dans un certain trend. Et après, ce trend, bah, tu es obligé de le suivre. Et donc, Et c'est pour ça que c'est assez exceptionnel ce qu'il se passe en ce moment où tout converge finalement vers la longévité, tout converge vers l'IA, tout converge vers l'énergie infinie. En fait, tout converge vers aussi le fait de partir dans l'espace, tout converge vers des technologies qui viennent transcender la nature de l'homme. Et je trouve ça exceptionnellement excitant. oui, je pense qu'on est au tout début. En fait, je pense qu'on vit une période très particulière parce qu'on vit un marasme économico, fiscalo, politico, tout ce que tu veux, où tu as un monde qui commence, comme j'ai dit tout à l'heure, à caler, où on voit que les gens sont pas contents avec ce qui se passe, qu'il n'y a pas de dynamisme, on vit dans des pays qui ont complètement ralenti et tout ça, mélangé, et des grosses entreprises qui parfois, tu vois, se dévorent elles-mêmes, tu vois, et n'innovent plus, et tu vois, qui, en gros, stagnent, et même si elles font de l'argent pour certaines, déclenchent la défiance globalement de tout le monde, les banques, par exemple. Et à l'inverse, tu as des gens qui, parce que, comme Elon Musk, parce qu'ils ont réussi à acquérir assez de capitaux et de liberté, et de voilà. Et puis, enfin, encore une fois, des gens comme Gabriel, des gens comme, tu vois, comme Brian Johnson, des gens comme tous ceux qui font ça, qui disent non, on va pas s'arrêter là, on mérite un monde meilleur, je mets mon argent, je mets mon temps, je mets mon intelligence, je mets mon jus de cerveau, je mets mon énergie, je mets comment dire, tous mes skills à disposition d'un futur meilleur. Et on va tabasser le truc. Et pour l'instant, ça reste une minorité, ces gens-là. Hein. Enfin, je pense que si on prend tous les gens qui essayent de faire ça, c'est peut-être à l'échelle de l'humanité quelques millions de personnes. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, quelques millions de personnes à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Et encore, j'ai peur d'être gentil sur le fait que ce soit des millions de personnes. Et si tu veux, tu as tout cet autre monde-là qui essaye de grappiller les dernières miettes de ce qui reste à côté. Et je pense que c'est comme, tu vois, la chute des vieux empires avec des mecs qui se développent autour et qui disent, bah non, on va faire différemment. Donc je pense juste, les gens disent, ouais, tu vois, entre guillemets, c'est la fin de l'histoire, tu vois, on va dans le mur, il va rien se passer. Non, je pense pas qu'on aille dans le mur. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs. C'est juste que le positif est en train de se développer et de pousser comme un arbre autour d'un truc qui est en effet en train de péricliter, on va dire. Et en termes d'investissement, des, en termes de capitaux qui sont alloués sur ces nouvelles technologies, on en est où? Parce que là, on vient de parler du coup de l'annonce d'Elon Musk. On sait qu'il y a de plus en plus de capitaux qui sont investis dans la longévité, mais à l'échelle globale de l'ensemble des investissements, est-ce qu'on voit vraiment une traîne vers cette direction ou pas? C'est une excellente question parce qu'en fait, les gens. Enfin, je ne connais pas de stats et ça serait trop intéressant qu'on la fasse. C'est-à-dire qu'on additionne, c'est-à-dire que les gens ils vont te dire, OK, tu vois, aujourd'hui, tu peux trouver des stats genre argent investi en medtech, argent investi en IA, argent investi en blablabla. Bla, 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 bla. Ce que le problème, c'est que ça ne regarde pas. Les medtech, ça peut très bien être un logiciel, tu vois, juste pour classer les fichiers dans les hôpitaux. Et auquel cas, ça ne change pas la face du monde. Versus des trucs de longévité. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver les levées des boîtes et de voir combien les technologies qui sont vraiment exponentielles et qui changent l'avenir de l'humanité, combien elles lèvent divisé par
si tu veux, le volume, en rapport avec le volume d'argent dépensé sur les levées de fonds. Ça serait intéressant à faire. Moi, je n'ai pas les chiffres. Peut-être qu'il en existe, mais je n'ai pas les chiffres. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération. Il y a une accélération sur l'IA, il y a une accélération sur la longévité, il y a une accélération sur tout ce qui est énergétique. Voilà. Il y a une accélération sur ce qu'on appelle le new space, à savoir les boîtes qui envoient des trucs dans l'espace, de manière générale. Il y a de vraies accélérations. Tu vois, nous, à Bordeaux, là, on a une boîte qui a levé 45 millions pour envoyer des trucs dans l'espace. Alors, on est un pôle. À Bordeaux, on est un pôle spatial, tu vois, qu'on partage avec Toulouse. Il y a beaucoup de grosses boîtes, tout ça. Donc, il y a quand même un rationnel derrière ça. C'est pas choquant. Mais à une époque, une levée de 45 millions dans la région de Bordeaux, c'était très rare, voire c'était peut-être pas arrivé, tu vois. Mais donc, ces gros trucs-là commencent à attirer de plus en plus. Par contre, je ne peux pas te dire le pourcentage encore, mais je pense qu'il est croissant et je pense qu'il va très vite et qu'il va aller de plus en plus vite. Si toi, demain, tu devais surfer sur ce que j'appelle ces nouvelles opportunités, tu irais vers quoi au terme? Parce que là, on parle de deep tech finalement, de deep tech, ou alors tout à l'heure, tu parlais de smart city, mais on parle de gros projets assez lourds, avec une maturité de marché qui est assez faible, et donc beaucoup, beaucoup de risques, pas forcément des gains immédiats. Si tu devais, toi, t'orienter à 100%, si demain tu déléguais tout ce que tu faisais chez Will aujourd'hui, et que tu devais soit développer une autre branche de Will, soit lancer un autre projet, tu irais vers quoi? Forcément, moi, j'irai vers, par appétence rapide, j'irai vers les technos liés à la smart city, si tu veux. Pourquoi? Parce que je connais parfaitement le sujet, parce que j'ai la chance de pouvoir faire des tests, on va dire, qui se rapprochent un peu de ça. On en a parlé avec Vivien l'autre jour. C'est des tests qui se rapprochent d'une thématique Smart City, même si on est loin de ce qu'on peut imaginer, qu'on soit très clair. Mais on est sur les premiers pas de ça. Je connais parfaitement l'environnement, je connais parfaitement les potentiels clients, je connais pas. Voilà, j'ai une appétence, évidemment, j'ai les financeurs qui sont dans cette zone-là. Mais je te dis pas que c'est la meilleure option. Je te dis que moi, c'est ce qui colle le plus à mon skill set actuel, à mon réseau actuel, à mon savoir-faire actuel. Donc, pragmatiquement, je ferais ça. Ensuite, si je devais en choisir un de cœur, je crois que je choisirais le L, c'est longévité. Parce que je trouve que, si tu veux, c'est un très très bel objectif. L'énergie, c'est hyper important. D'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans la thématique de Smart City quelque part, mais c'est hyper important. Il n'y a pas de débat. L'IA, ça me passionne et c'est hyper important. Et je crois que si vraiment je devais faire le choix du cœur, ce serait évidemment longévité, santé et, tu vois, et bien-être de l'humanité. Voilà. Si le choix rationnel, c'est Smart City, le choix du cœur, je pense que c'est longévité. Tu vois, ce qui est aussi intéressant pour revenir à Elon Musk, c'est que c'est quand même plus simple d'avoir de l'écho à partir du moment où on veut révolutionner l'espèce humaine, construire le futur, lorsque on est un profil, une figure inspirante. Elon Musk, il a construit ça. Il a construit ça sur les réseaux, il a construit ça à travers de son personal branding, il a construit ça depuis des années et des années. Brian Johnson, c'est la même chose. Il veut affronter la longévité, mais pour cela, il va essayer de construire un profil et il est devenu un mec inspirant. Tous les Calico & Co, les boîtes comme ça, Calico, c'est une boîte Google qui pousse la longévité, qui fait des études sur l'immortalité. C'est des boîtes noires. On sait, le grand public ne les connaît pas, c'est un peu louche, il y a peut-être des théories du complot qui se créent autour de ça. Et donc, c'est pas du tout inspirant. Et donc, forcément, ça ne motive pas toutes les personnes qui pourraient être inspirées par le sujet à s'y intéresser davantage. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui, pour créer un personal branding? Alors, ça va peut-être être brut sur point, mais pour être inspirant dans le domaine que tu veux construire, pour justement pouvoir sensibiliser un maximum de personnes sur les projets futurs. C'est une excellente question. C'est un peu, entre guillemets, j'aime bien ce podcast-là parce que justement, ça me permet déjà de déployer
réellement ma vision ou qui je suis. Tu vois. Je trouve qu'on a des discussions qui sont où on ne cache rien et où on peut fondamentalement réfléchir. Ce qui, ça, déjà, est très cool, puisque j'ai quasiment envie de te dire que c'est un luxe sur les réseaux aujourd'hui. Ensuite, tu sais, c'est toujours une question malheureusement, tu le sais, de priorité, de temps investi, et il faut le faire, parce que moi, il y a un truc que je déteste, c'est faire un truc si je le fais pas bien. Je trouve que c'est le pire truc du monde. Et pourtant, tu as fait pendant des années des vidéos TikTok un peu bas de gamme, qui Non, ont marché, mais un peu bas de gamme quand même. excuse-moi, si je le fais pas bien, quand j'entends ça, c'est si je le fais pas à fond. Ce qu'on a fait sur TikTok, on peut le critiquer d'un point de vue choix éditorial, et je suis le premier à m'autocritiquer. Par contre, on l'a bien fait au sens efficacité. On a publié tous les jours, on a tabassé le truc et on a eu les résultats attendus, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que je veuille aujourd'hui déplacer ça, j'ai donc prendre ce qu'on a construit pendant un temps et le faire pivoter, ça demande un autre travail. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille en off avant de, tu vois, de vraiment le placarder devant tout le monde, entre guillemets. Ouais, Là, c'est quand clair. on fait des podcasts, on peut déjà se féliciter d'un truc, c'est que ça fait 1 an bientôt. On n'a pas raté un podcast. Je crois Pas un pas. seul. Non, pas un Pas un seul. seul. Si ça, je suis pas capable de le faire, je postpone le truc jusqu'à être capable de faire le truc. Parce que si je fais 3 vidéos ci, puis là, puis ça s'arrête, puis ça marche pas. L'expérience pour moi de TikTok Insta que j'ai faite sur on va dire la phase 1, même si on a fait des vidéos, tu vois, grand public, mass market, tu vois, qui ne correspondent pas à l'image qu'on veut donner, on a appris énormément de choses. Je dis on, mais j'ai, et puis ceux avec qui on a fait ça, que tu connais, voilà, Clément et ainsi de suite, on a appris énormément de choses parce qu'on l'a bien fait, parce qu'on a creusé au bout du plan de base, si tu veux. Il est critiquable, enfin c'est plus ce qu'on veut en tout cas aujourd'hui, mais on a creusé au bout du plan de base. On l'a fait pour de vrai, tu vois. On a monétisé, on a acquis énormément de personnes, on a rencontré énormément de personnes, on a compris comment fonctionnaient les algorithmes, on a compris, on a appris un paquet de trucs. Et moi, voilà ce que je veux pour la prochaine étape. C'est-à-dire que peu importe le résultat final, si je le fais parfaitement, on apprendra des trucs. Et puis, on pourra toujours pivoter. Enfin, je ne dis pas que. Attention, hein, je ne dis pas que quand j'ai lancé le truc était parfait et tout ça. Hein, c'est pas du tout ça. Mais par contre, je veux avoir la bande passante pour le faire parfaitement, correctement. Ouais, très clair. Sauf que là, le cas est encore plus compliqué. L'avantage avec les vidéos TikTok qu'on va appeler phase 1 dans ma carrière, c'est que c'était facile, c'était rapide, pas facile parce qu'il fallait catcher les trucs, enfin, c'est pas si facile que ça quand même, hein, faut pas, voilà, mais c'était rapide à mettre sur pied. Là, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu et c'est par exemple le jeu du podcast qu'on réalise en ce moment, c'est on est obligé de réfléchir, de se briefer avant, quand on a le temps, d'inviter des gens. Il y a toute une organisation. C'est pas, on prend notre téléphone, on fait 10 secondes de vidéo en disant ouais, t'as vu, ChatGPT c'est sorti, bisous, bye. Et ça, c'est hyper important. Tu vois. Donc, qu'est-ce que j'attends? J'attends juste de récupérer la bande passante. On a eu une hyper croissance ces 2 dernières années. Et spécifiquement ces 10 derniers mois, on va dire depuis début 2024, qu'on est quand même encore en train de, même si on est hyper content, c'est génial, enfin, tu vois, c'est très positif, mais qu'on est encore en train quand même de digérer, on va dire. Il n'y a rien sans rien, hein, tu vois. Alors, il y a des mecs qui auraient fait un choix différent, hein, qui auraient mis en premier la communication, qui auraient dit, ouais, mais je communique, c'est le truc le plus important, et après, je digère le reste. Moi, j'ai préféré dire, je digère, j'encaisse, je solidifie, je monétise à fond, je recrute, je mets en place des gens, je délègue, et ensuite on communique à fond. Et je crois que si on est très honnête, les gros mecs, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que combien de mecs, toi et moi, on a vu
qui ont communiqué, communiqué, communiqué. Et en fait, un an après, ils sont plus là parce que le business derrière n'est plus là. Parce que le business derrière marche pas si bien que ça. Parce que, tu vois, à l'inverse, Elon, ce qu'il a fait, c'est que jusqu'en 2012-13, personne ne le connaissait vraiment. Hein. Il a encaissé 180 millions et après, il a parlé. Je dis pas que c'est ce que je fais, puisque moi, j'ai déjà commencé à communiquer. Donc, si tu veux, je suis un peu dans un entre-deux ou bizarre. Pour autant, je voulais vraiment sécuriser notre grosse phase de croissance. C'était vraiment le fond de mon objectif, si tu veux. En une phrase, c'est quoi pour toi le the next big shit en termes d'opportunités peut-être, en termes d'innovation, dans la deep tech et dans ce que Elon Musk a dit du coup hier, le futur qui est censé être le futur. Je peux t'en citer qu'un seul, hein. C'est ça le jeu. Vas-y. Je pense que la prochaine, je ne te dis pas que c'est la plus grosse, hein, mais la prochaine en date, je pense, et c'est ce qu'il a sorti là, c'est la robotique dans la maison. Je fais un pari, peut-être que j'aurai tort, mais dans moins de 10 ans, on ne fait plus le ménage nous-mêmes. Dans moins de 10 ans, on ne fait plus la cuisine nous-mêmes, sauf si on aime faire la cuisine et que c'est une passion. Dans moins de 10 ans, on ne fait plus nos corvées, entre guillemets, nous-mêmes. Ouais, ça j'y crois pas trop. Je pense que le laps de temps est quand même hyper réduit. Est-ce que tu vois, d'ici 10 ans, les ménages français avoir un robot de la cuisine qui coupe les patates pour certaines personnes à San Francisco, pourquoi pas? Est-ce que tu vois le Parisien, aussi fortuné soit-il, accueillir un robot chez soi? J'ai l'impression qu'il y a, c'est un peu comme le Web 3 où on s'imaginait déjà vivre dans le métavers. Il y a, là j'ai l'impression qu'il y a une technologie qui est là, et puis il y a quand même un gap énorme entre ça, la démocratisation, savoir exact. Est-ce que c'est comme la voiture autonome où finalement ça marche jusqu'au jour où finalement il y a un coin dans la rue qui n'a pas été bien vu et qui du coup se crache. Bon bah là il suffit que le robot, est-ce qu'il va vraiment pouvoir capter chaque spécificité de chaque maison? C'est pour ça que je te dis pas, c'est pour ça que je te dis pas l'an prochain. C'est pour ça que je prends une période de 10 ans. Parce que si là ils sortent, on va dire l'an prochain ils sortent, tu vois, en 2025, ils vont être adoptés quasiment, à mon avis, immédiatement par des mecs dans la Silicon Valley. Les premiers early adopters vont l'adopter dans les mois qui vont suivre. Ça, c'est à peu près sûr. Il faut se rappeler, dans la Silicon Valley, il y a des mecs qui ont acheté des robots pour presser un jus de fruits, hein, quand il était pressable à la main. Mais en fait, j'ai vraiment du mal, et faudrait qu'on tape pas trop juste après, mais j'ai vraiment du mal à voir. J'ai l'impression que c'est un gadget, tout comme les lunettes, le casque de la réalité virtuelle d'Apple, qui a fait grosse hype, puis après qui s'est effondré. J'ai du mal aujourd'hui, un mec qui a la flemme de faire à manger, eh bien, il commande. Il commande et maintenant il y a des services qui livrent à domicile des repas pour la semaine. Alors à la limite que ces services à domicile puissent utiliser des robots pour créer leurs choses, ok. Mais en termes de confort, est-ce que tu veux t'engombrer d'un truc qui va te coûter je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, si ce n'est des centaines de milliers d'euros? Non, non, c'est 20 000 euros. C'est 20 000 euh, euros. Et 20 alors 000 20 000 euros euros, aujourd'hui sur première version, ça veut dire que sur une version dans 10 ans, c'est peut-être entre 8 et 10 000, tu vois. je vois ça vraiment comme un gadget stylé, comme limite quelque chose qui va nous servir de statut social. Regarder sur les réseaux, j'ai un majordome robot chez moi, mais j'ai du mal à voir Ah ouais. la vraie utilité derrière ce truc qui Ah, paraît mec, révolutionnaire. moi, ne pas faire le ménage, je te donne mon point de vue, hein. Ne pas faire le ménage, ne pas faire mon rangement, ne pas faire mes lessives, ne pas faire ma bouffe. Et c'est pas de la bouffe que je commande, mais c'est de la bouffe saine, tu vois, avec des produits que j'ai choisis et tout. Je paye. Non, bien sûr, mais je veux dire, enfin, tout ça, alors c'est peut-être vraiment. Bon, on peut en reparler. C'est à quel point le futur tel qu'on nous le peint aujourd'hui est vraiment utile.
Enfin, attention, moi j'adore tout ce qui est longévité, le fait de partir dans l'espace, tout ça, Ah ouais. l'IA, j'adore. Mais il y a certains trucs comme le casque de réalité virtuelle où aujourd'hui, la réalité c'est que personne l'utilise. Il y a même un Non, post Twitter qui est devenu viral en mode qui se souvient de ce truc en montrant le truc d'Apple ça a dit il y a 10 ans. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé? Et non, tout, mais ça, tout je suis d'accord avec le toi. monde est Moi, les très fier casques de de dire réalité virtuelle, je trouve ça un peu chelou. C'est pareil, je comprends pas bien. Enfin, je comprends pas forcément bien qui va s'en servir au quotidien et tout ça. Mais là, quelqu'un qui fait toutes les corvées à ma, enfin, quelque chose du coup qui fait toutes les corvées à ma place, et je prends moi. Moi, je reconnais, je suis sur le coup. Si on me demande quelle est la prochaine grosse étape, je dis c'est celle-là. Après, si tu me dis la plus grosse étape, je pense que c'est des trucs genre fusion nucléaire et tout ça qui font qu'on n'a plus de problème d'énergie ou ce genre de trucs. Mais ça, c'est un autre sujet, ça va être plus long. Parce que là, on est encore en phase de R&D et c'est encore très, très chaud. Ok. Bah Mais écoute, moi, j'y crois, tu vois. Et on après, fera, je suis chaud qu'on fasse un épisode spécial dessus. Ok, sur, on débat sur, on prend toutes les nouvelles technologies et on voit à quel point la différence entre stylé et vraiment utilisable. À quel on point se fait c'est vraiment un. utilisé. Ok. Prochain Ok, épisode, on se fait un sous-côté, sur-côté des technos. très chaud, très très Allez, chaud. Let's et go, ben, let's go. c'est pour la semaine prochaine. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao.